Alors, avant qu'on ne commence, les connectés à distance, est-ce que vous pouvez simplement nous dire dans le chat si le son et l'image fonctionnent? Bon, tout fonctionne. Merci. Alors, on va laisser encore quelques minutes le temps aux participants d'arriver avant de vous accueillir. En tout cas, déjà, bienvenue à ceux qui sont en ligne, bienvenue à ceux qui sont déjà ici. Et on se laisse juste quelques minutes avant de commencer la conférence. Bonsoir. Ah, mais formidable. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Valentine. Voilà, n'hésitez pas à vous avancer. Ouais, non, mais c'est quand même. Voilà. Bon, bah, c'est parfait le travail de promotion de la conférence. Ah mais dis que c'est toi. On est dans le champ d'ailleurs, oui. Marine Bêtement, on est dans le champ jusqu'à où? Là. Donc, jusqu'au Kemono. Ah. Donc, là, ça se voit, là, à peu près, non? Non, je suis trop en avant? Je suis trop en avant? Ouais? Ouais? Bon, on va faire comme ça. Donc, on a dit, on attend 2 minutes encore. Ouais. Ouais. On se laisse 2 petites minutes et on attaque? Oui, il ne faut pas que je sorte de là. Là, faut que je... ouais, donc, non, bouge pas, Guillaume. Non, t'inquiète. Ouais. Et comme ça, on a le temps. Et je te file le micro et je me repose. Le final. Eh ben voilà. Donc, le lobbying a marché. Bonsoir. Ouais, c'est ça. Ouais, on va pouvoir y aller. Ouais. Si Philippe arrête de faire l'émargement, c'est que c'est bon. On attaque. Alors bonsoir à toutes et tous. Alors aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Alors je me présente, je m'appelle Ingrid Barthaud, j'enseigne le marketing à l'ISARA. J'ai également le plaisir d'accompagner des projets d'innovation et d'entrepreneuriat au sein de notre école. Et je suis particulièrement ravie de vous accueillir aussi nombreux ce soir, puisque je crois que vous êtes aussi assez nombreux en distanciel. Donc, merci à tous et toutes d'être venus, que vous soyez alumni, enseignants, étudiants, peut-être parents d'élèves, que sais-je. En tout cas, merci à tous d'être présents. Alors, si nous avons souhaité organiser cette conférence, c'est qu'aujourd'hui, on a la sensation que se questionner sur les métiers auxquels se destinent les ingénieurs agro dépasse assez largement le cadre de notre seule école. Donc, à ce titre, on n'est pas les seuls à y réfléchir et Julien va nous en dire quelques mots tout bientôt, puisqu'il y a donc un grand programme, donc Avenir Agro. Je vais te laisser le dire, tu en parleras bien mieux que moi, mais qui est lui-même destiné finalement à répondre à un paradoxe que nous avons tous identifié.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les métiers auxquels se destinent les ingénieurs agro vont finalement servir des enjeux sociétaux majeurs. Alors, je ne vais pas en faire la liste exhaustive, hein. Ça peut être nourrir durablement, ça peut être travailler sur la pérennisation de nos ressources naturelles, ça va être la transformation de nos modèles agricoles et alimentaires. Donc, s'il y a bien un consensus sur le fait que ces métiers sont essentiels aux yeux, je pense, du grand public, en revanche, ils souffrent, de notre point de vue, d'une certaine méconnaissance, d'une part, parfois d'une vision un peu caricaturale, pour ne pas dire à certaines occasions dépréciée. Et c'est ce paradoxe qui, aujourd'hui, nous interroge fortement, en particulier sur l'attractivité de nos filières. Et donc, c'est pour ça que nous avons ce soir choisi de croiser des regards. Alors, on va avoir le plaisir d'avoir un regard éclairant par l'intermédiaire de Christian Gattard, sociologue, que Valérie va présenter plus amplement, pour avoir quelque part une vision de comment, finalement, en particulier les jeunes générations, envisagent leur métier de demain et les formations qui pourront les amener à s'épanouir dans leur métier de demain. Nous allons aussi croiser des regards pour avoir une vision un petit peu concrète auprès de professionnels récents, de professionnels en formation, puisque nous allons croiser les regards donc, de Jeanne, alumni, de Guillaume, élève en 4e année, et de Jérôme, qui aura une double casquette en tant que directeur, mais aussi en tant qu'ingé agro. Et oui, alors ça ne fait pas très longtemps, pas autant que ça, hein. Donc, nous allons justement essayer ensemble de pouvoir d'aborder un sujet, en tout cas qui nous tient à cœur. C'est non seulement de se dire quels sont tous les métiers auxquels peuvent être destinés les ingés agro, surtout comment ces métiers ont évolué et surtout ce qu'ils pourraient être demain. Avec un enjeu majeur, c'est de voir quels sont les leviers actionnables pour finalement doper l'attractivité de ces métiers, d'une part, et leur notoriété à destination de ceux qui se destinent à poursuivre des études supérieures. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à ma compère Valérie, qui va vous présenter un petit peu le programme de cette table ronde et en particulier l'identité de nos invités qui vont l'animer au cours de cette heure et demie d'échanges, sur lesquels on comptera justement sur vous pour aussi poser vos questions, que ce soit au travers du chat pour ceux qui sont à distance, et puis on vous verra lever la main ici si vous avez des questions, des remarques à partager avec nous. Donc, merci en tout cas Valérie pour la suite. Merci Ingrid également. Alors, je me présente aussi rapidement parce que moi aussi, je suis une ingénieure agro diplômée d'avant-hier et diplômée de l'ISARA en 99. Donc, je m'occupe de l'association des alumni ISARA, les diplômés bien sûr, mais aussi les élèves, n'est-ce pas? On travaille ensemble pour cultiver, développer ce beau réseau. On a voulu un format table ronde ce soir parce qu'on a voulu de l'interaction entre nos intervenants et on souhaite aussi de l'interaction avec vous. Donc, n'hésitez pas à réagir à tout ce que vous allez entendre. Alors, Ingrid a déjà un petit peu présenté nos intervenants, mais si je prends d'un bout de la table à l'autre, on a donc Jérôme Zlatov qui est le directeur général de l'ISARA et donc ingénieur agro d'une école qu'on ne nommera pas. On a donc Christian Gattard qui est sociologue, qui est essayiste et qui est prospectiviste et qui a participé au programme Avenir Agro que va nous présenter Julien Coyer, qui est juste à côté, et qui a notamment réalisé une vaste étude dont il va nous présenter les résultats. Julien, donc également ingénieur agro, décidément, on est vraiment entre nous, mais aussi coordinateur de ce programme Avenir Agro qui a vocation à promouvoir le métier d'ingénieur agro, justement pour réveiller des vocations parmi les lycéens notamment. On a à côté Jeanne Ravoir, qui est une alumni diplômée en 2022 et qui est assistante d'études agriculture et paysage à l'agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise. J'ai bon? Oui. Bon, tu nous expliqueras après. Et donc Guillaume Cobarer, qui est élève en 4e année à l'ISARA. On a voulu leur regard pour réagir
à cette étude et pour qu'ils expriment, eux, comment ils voient leur métier aujourd'hui, comment ils le voient demain. On a choisi exprès un profil très agroalimentaire et pour Jeanne, un profil plus agricole. Donc, on va leur donner successivement la parole et tous ensemble aussi. Et puis ensuite, on aura un petit moment de convivialité, pardon pour ceux qui sont à distance. Mais au fond de la salle, on pourra partager, c'est ma raison d'être, vous le savez, un petit apéritif avant l'Isarapéro organisé par les élèves dans la foulée que vous pourrez rejoindre aussi, pourquoi pas. Alors avant de commencer, on a envie de vous montrer une vidéo. On est allé voir des élèves ingénieurs d'école généraliste pour leur demander comment ils voyaient, eux, le métier d'ingénieur agro. Parce qu'on s'est dit, après tout, s'ils n'ont pas fait agro, peut-être qu'il y avait une bonne raison. Donc, je vous propose de regarder leur témoignage. Donc, je me présente rapidement, je suis Clément Daisy-Senante et je suis un étudiant à l'INSA Lyon en dernière année, département matériaux. Moi, je m'appelle Larissa, je suis en 5e année à l'INSA Lyon en département génie mécanique. Bonjour, je suis Raphaël Pereira, étudiant en 5e année à l'INSA Lyon, département matériaux. Bonjour, je m'appelle Hugo et aujourd'hui je vais vous parler du coup de ma perception des ingénieurs agronomes. Donc pour moi, avec ce que je sais, un ingénieur agro, c'est quelqu'un qui, un peu de façon synthétique, il va pouvoir participer à la conception de pièces liées à l'agriculture, notamment par exemple des moissonneuses-batteuses ou des tracteurs. Peut-être gérer les flux de production dans des industries reliées à l'agro qui font, je sais pas, la nourriture pour les bêtes ou des choses un peu comme ça, mais vraiment, je suis pas du tout renseignée. En fait, quand je suis rentré à l'ICAM, j'ai surtout choisi cette école parce qu'elle était généraliste et en fait, je savais pas trop où je voulais m'orienter et j'avais pas entendu en fait vraiment parler des écoles d'ingé agro. Je connaissais pas trop les débouchés. Pour moi, c'était plutôt assez spécialisé. Est-ce que tu penses que ce diplôme d'ingénieur a la même valeur que les autres? Oui, je pense. Pour moi, tous les diplômes d'ingénieur en école d'ingénieur, on est ingénieur civil. Donc en définitive, on a la même valeur et les mêmes prétentions de travail, juste ça dépend des secteurs dans lesquels on a décidé de travailler. Pour moi, être ingénieur, c'est plutôt une philosophie plutôt qu'un diplôme. Donc, bien sûr, c'est totalement légitime d'être ingénieur agro au même point qu'être ingénieur mécanique, ingénieur BTP, ingénieur génie civil. Donc, c'est une branche à part entière du métier d'ingénieur. Ingénieur, pour moi, c'est plutôt réfléchir à comment améliorer le monde dans lequel on vit. Et donc, être ingénieur agro, ça s'inscrit complètement dans cette lignée-là. Et je pense que c'est très important que ces formations gagnent à se faire connaître dès la sortie du lycée, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en fait comme moi et qui en ont jamais entendu parler, alors que c'est des vrais game changers pour la suite. Et c'est hyper important du coup de former beaucoup d'ingé agro, où il y a une demande qui est croissante sur ces métiers, puisque c'est là que les enjeux de demain vont se jouer et on a besoin de vous pour répondre à ces questions et à ces enjeux. Quel beau message, effectivement. Alors, on peut les applaudir. Alors, comme on peut le voir, il y a certaines de nos hypothèses qui se vérifient. L'ingé agro est-il un objet volant non identifié? Peut-être. Est-il utile? Certainement. Alors, justement, ma première question va s'adresser à vous, Christian. Dans l'étude justement que vous avez conduite, vous montrez que les jeunes sont aujourd'hui en recherche de sens, justement. Est-ce que les métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire aujourd'hui sont particulièrement alignés avec cette quête de sens dont ils vous ont fait part? Oui. Ce qui est frappant dans ce qu'on vient d'entendre ou dans tout ce qu'on a fait pendant l'étude, c'est que ce métier, en fait, ça vient de très loin. Si on remonte même dans la mythologie, Déméter, c'était la déesse de la reproduction des saisons. Héphaïstos, c'était l'ingénieur qui a inventé les premières machines. On va pouvoir trouver comme ça, dans toute l'histoire de l'humanité, des moments essentiels qui vont complètement se traduire dans ce que nous voyons aujourd'hui. À la question de savoir s'il y a du sens dans le métier, moi je suis frappé aussi par toutes les études que nous menons, pas simplement
dans l'écosystème du monde agricole, mais dans tous les domaines, la volonté profonde de trouver du sens à ce que l'on fait. Trouver du sens à ce que l'on fait, ce n'est pas forcément très facile de nos jours. Dans ce monde un peu bousculé que nous connaissons, on se rend compte qu'il y a deux éléments très forts. Il y a d'abord, peut-être le premier, c'est l'invention de soi. C'est-à-dire quand on est à la recherche de quelque chose qui fait sens, il faut bien commencer par soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc on va essayer, comme disait très justement un des garçons là tout de suite, c'était je ne savais pas trop vers où aller, je n'avais pas beaucoup d'informations, donc on va explorer. Donc cette notion de curiosité, elle est très importante et je pense qu'elle se développe aujourd'hui. On dit beaucoup de mal des jeunes qui seraient enfermés dans leur écran, TikTok, etc. Il faut faire très attention à ce qu'on raconte dans les médias. La réalité, c'est que le monde d'aujourd'hui, votre monde, mais le monde des anciens comme nous aussi, est fragmenté. Et dans cette fragmentation, il y a dans tous les départements du jeu cette attente très forte d'exprimer quelque chose. Ça, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est « et moi là-dedans, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je vais devenir dans ce monde-là ?» Le point d'arrivée, c'est quel monde je vais rejoindre. Ça va être quoi la profession, l'univers professionnel dans lequel je vais aller. Et là, je dirais que au cours de l'étude, grâce à Julien qui m'a invité à y réfléchir, j'ai été extrêmement frappé, mais ça a été dit aussi, et vous l'avez dit tout à l'heure, sur l'invisibilité du métier, sur le fait que moi, au fur et à mesure, je découvrais des pans entiers passionnants du travail que vous allez exercer. Je me disais que cette espèce de fonction de couteau suisse que l'on peut être avec cette capacité d'intervenir dans des tas de domaines. Entre autres choses, en ce moment, je travaille pour le CNES et la recherche spatiale. Le CNES utilise des ingénieurs agro. À une autre étude que nous menons sur la philanthropie du futur pour la Croix-Rouge, là aussi, les ingénieurs agro sont indispensables. Ce qui pose la question de savoir comment les appeler. Un des grands enjeux était de savoir si est-ce que le mot agro accroche. Compliqué. La tension qu'il y a entre le monde agro de Martine à la ferme et les bottes dans la boue, etc., d'un côté, et puis de l'autre, l'agroalimentaire qui empoisonne le monde. Il faut se trouver un chemin en travers ces différents éléments. Et je crois que ça a été un des points très très forts aujourd'hui, que justement le sens que l'on cherche, il va s'équilibrer entre la fonction de la réalisation de soi, de l'individuation, comme dit Jung, et le fait de rejoindre le corps social, ce qui va donner au rôle de l'ingénieur agro un sens citoyen très important. Tout ça me semble être les éléments de base que nous avons pu rencontrer. Je m'arrête là pour l'instant. Ça nous fait quand même une petite transition avant de vous passer sur le grill, Christian, vers justement le programme Avenir Agro, justement, qui est supposé répondre à certains enjeux que vous venez d'évoquer à l'instant. Je vous laisse la parole, Julien. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, du coup, Julien Collier, moi, je m'occupe de coordonner le programme d'action Avenir Agro. Le programme Avenir Agro est un programme lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, AMI-CMA France 2030. Et ce programme d'action vise à faire un choc d'attractivité auprès des jeunes, des parents d'élèves et des prescripteurs de l'orientation. Alors pourquoi ? Tout simplement car ça ne peut peut-être pas échapper, dans la dernière loi d'orientation agricole de mars-avril dernier, 2025, il y a un objectif qui est très clair, augmenter le nombre d'ingénieurs agro de 30% entre 2017 et 2030.
Donc cet objectif doit être facilité, on va dire, par Avenir Agro. Mais au-delà de cet objectif quantitatif, c'est ce qui a été indiqué par Christian en préambule, c'est que on est dans un monde où il y a des transitions, voire des transformations. Et aujourd'hui, ces transformations sont beaucoup liées au vivant. Donc, on va avoir un vrai enjeu d'avoir ces compétences autour du vivant pour réaliser ces transformations ou ces transitions. Donc, c'est pourquoi Avenir Agro rassemble pour la première fois les écoles publiques et les écoles privées de la FESIC. Donc là, vous avez quasi des écoles réparties sur tout le territoire, d'AgroParisTech, les écoles d'Institut Agro, Agro-Toulouse, Purpan, Isara, Junia, ESA, Unilassal, Ensaya, enfin vous avez, j'en oublie certaines, hein, mais en tout cas réparties sur l'ensemble du territoire. Et vous avez l'accruteur dans le consortium Avenir Agro. Vous allez avoir par exemple la coopération agricole, les chambres d'agriculture et aussi l'ANIA, donc qui représente l'industrie agroalimentaire, les instituts techniques comme l'ACTA ou l'ACTIA. Vous avez aussi des acteurs de l'orientation comme l'ONICEP, qui fait partie du consortium, l'APECITA, qui intervient dans toutes les écoles aussi pour donner des clés pour que les jeunes puissent s'insérer sur le marché du travail. Et au niveau des alumni du public, il y a une fédération qui s'appelle UniAgro, qui fédère l'ensemble des alumni des écoles publiques. Donc tout ce consortium, 27 acteurs, a pour ambition de semer, on va dire, des graines tout au long du parcours et des jeunes et des étudiants pour qu'à un moment, ils puissent faire des choix éclairés et venir en connaissance de cause dans nos écoles pour répondre aux questions comme il y a pu y avoir au démarrage. Un ingénieur agro, on a vraiment du mal à se rendre compte de ce que c'est. Ce n'est pas un métier, c'est un titre. Et en fait, il y a 1001 métiers derrière. Donc Avenir Agro vise à la fois à faire un coup de projecteur. Donc on va mener une campagne d'attractivité collective, puisque Avenir Agro ne recrutera personne, c'est bien les écoles qui recrutent. Mais le but d'Avenir Agro, ça va être de créer les conditions pour que nos cibles, les jeunes, les parents d'élèves et les prescripteurs d'orientation, puissent parler en connaissance de cause de ce que sont les ingénieurs agro. Pardon. Donc on va lancer une campagne d'attractivité à la rentrée 2026, avant Parcoursup, pendant 3 ans. Et on va aussi en même temps avoir une logique d'ambassadorat. On va travailler avec les jeunes diplômés, les alumni, pour intervenir partout où on pourra, pour expliquer leur quotidien. On se rend compte que, je ne sais pas si parmi vous, vous avez eu des éléments déclencheurs pour devenir ingénieur agro sur des rencontres. Et au-delà de l'aspect communication collective, attractivité, l'enjeu est bien de montrer ce que sont les ingénieurs agro en les rencontrant, en les incarnant. Et dans les autres actions qu'on mène au sein d'Avenir Agro, il y aura aussi une base de données sur l'attractivité, une logique de pérennisation, parce que Avenir Agro dure seulement 5 ans, c'est que de l'argent public. Et l'idée, ce n'est pas en 5 ans qu'on va pouvoir travailler l'ensemble des viviers. Donc, c'est un travail de longue haleine à mener sur 10-15 ans pour être sûr que toute une génération puisse être bien sensibilisée à ce que sont les ingénieurs agro, où ils sont formés et les parcours qu'ils peuvent réaliser. Voilà pour résumer une grande campagne d'attractivité avec des relais sur le terrain. C'est un budget de 10 millions d'euros, financé à hauteur de 7 millions d'euros par France 2030. Et on terminera justement la campagne en avril 2030. Merci Julien. Alors justement, le programme Avenir Agro va pouvoir être alimenté de façon très pertinente par l'étude que Christian, vous avez conduite. Est-ce que, alors c'est un exercice difficile, vous pourriez nous faire partager la synthèse des éléments clés de cette étude? Facile. Oui, alors l'étude a commencé en juillet dernier. Donc, nous avons fait nos différents tours de France, on a vu 200 personnes, on a interrogé tout le monde. Je dirais que pour commencer, de même que je faisais appel à la mythologie ancienne, je crois que c'est intéressant de se poser la question de la scolarité et du début de la scolarité, de la façon dont précisément des jeunes aujourd'hui pourraient s'intéresser, parce que c'est le but du jeu, comment les intéresser
à ce destin d'ingénieur agro, quelles sont les différentes étapes? On se rend compte que dès le plus jeune âge, peut-être en primaire, il y a un concept très important à mettre en avant, c'est celui d'émerveillement. L'émerveillement devant le vivant, la découverte petit à petit des petites graines, des petites choses, etc., qui peuvent petit à petit prendre sens. Je ne sais pas si vous avez eu cet émerveillement au départ, les uns et les autres, pour ça. Mais là, il y a vraiment quelque chose de fort, un fil rouge à suivre. Au fur et à mesure de l'avancement en maturité, on se rend compte qu'il y a précisément déjà une sorte de sens moral qui apparaît. Il va falloir protéger peut-être cette nature qu'on aime bien, qui nous a fait découvrir des choses importantes. Et puis, peut-être à partir du lycée, il y a davantage de créativité, de sens de l'innovation. Ce sens de l'innovation et de la créativité, il va être fondamental dans le métier lui-même d'ingénieur agro, à qui on va demander des solutions. Et cette solution, vous savez fort bien que c'est votre défi de trouver des solutions pour la planète. Ce qui est important, on ne saura pas le souligner assez, c'est que tout ce que je vous décris là, ce que je découvrais là, est très peu visible par le monde extérieur. Ils l'ont très bien dit là, les jeunes interrogés. Il fallait peut-être un peu gratter pour savoir que ça existait et que ça pouvait être aussi passionnant que ça. Et puis, au moment du terminal, à cette époque-là, le bac, etc., on se dit qu'il faut quand même faire des choses concrètes. Rentrer dans le monde concret, et tous ces éléments-là étaient là, et c'est, je dirais, le background, le paysage de fond qui fait que petit à petit, l'ingénieur agro pourra peut-être raconter ces histoires-là, peut-être que ce sera un des enjeux des communicants de dire combien ce parcours est important. Et puis après, on rentre dans ce que va devenir plus précisément l'ingénieur agro. Un des points les plus importants aujourd'hui, parce qu'on est tous confrontés à ça, c'est quelle relation on a avec la technologie, et en particulier évidemment l'intelligence artificielle. C'est forcément débattu, il y a une forme forcément d'inquiétude par rapport à la technologie, quelquefois une technophobie, on se dit oh là, c'est dangereux, qu'est-ce qu'on manipule, le côté apprenti sorcier de ces éléments-là. Et puis on se rend compte, quand on va véritablement explorer ça, comme j'ai eu la chance de faire des études sur le terrain, en dehors de celle-là, mais depuis longtemps, je travaille aussi bien pour réfléchir à la machine à vendanger du futur en Champagne, ou que va devenir le concept de charrue dans 50 ans, par exemple, toutes ces explorations extraordinaires, et où on voit qu'il est essentiel d'intégrer la technologie comme partenaire créatif. C'est un point extrêmement fort. Alors, je sais qu'il y a eu ces bifurqueurs il y a quelques années qui sont partis en claquant la porte. C'était intéressant au niveau sociologique. Mais on se rend bien compte que ce n'est pas la solution que de partir en claquant la porte. Ce qu'il faut, c'est précisément, si tant est qu'on doit faire une évolution, une révolution ou une évolution, c'est le faire de l'intérieur, en s'occupant des choses réelles par rapport à ça. Et donc, l'ingénieur agro, il est sans arrêt confronté à ces éléments, cette maîtrise de la technologie qui est essentielle pour lui. Et comme je parlais de Déméter et d'Héphaïstos et tous ces braves gens, ce qui compte, c'est justement comment on peut marier le vivant et la technique. Et c'est ça qui était tout à fait fascinant dans ce que nous apprenions au fur et à mesure de l'étude, quand on interrogeait aussi bien des ingénieurs agro que des professeurs, voire même que des parents un peu inquiets qui se disaient ingénieur agro, est-ce qu'il va gagner assez de fric, mon fils, hein? C'était ça aussi, cette image que l'on a autour de ça. Et donc là, on se rend compte qu'il y a véritablement un potentiel à raconter, et ça c'est essentiel, un nouveau récit. Il faut raconter à nouveau un récit qui a été tout au long des millénaires et de l'invention de l'agriculture, qui a été un récit où on était là pour nourrir les gens, sauver la planète, assurer la pérennité du monde. Et c'est aujourd'hui un des
enjeux essentiels de notre, je dirais, ingénieur agro, on peut dire, bon, c'est peut-être un peu compliqué comme terme, mais il y avait un terme qui revenait assez souvent, c'était une forme de techno-humanisme éco-vigilant. Technique, humanisme, le mariage est là, et tout en étant à l'affût des éventuels dangers, des éventuelles dérives, etc. C'est bien que le rôle de l'ingénieur agro, à terme, je dirais que c'est probablement un médiateur, mais pas un médiateur entre le futur et le passé. Dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs à travers le monde, on a étudié un petit peu tout ce qu'ils racontent, ils sont tous à parler du futur. C'est super le futur, c'est mon métier, je réfléchis sur le futur. Mais il y a plus important, c'est de voir comment réfléchir au futur dès aujourd'hui et comment une réflexion sur le futur peut être efficace dès aujourd'hui. Ça, c'est un point très important sur cette idée de médiation avec les choses complexes, parce que le métier, enfin je dirais même la nature est complexe. La nature se cache. C'était le philosophe présocratique Héraclite qui disait la nature se voile les yeux parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. On n'a jamais fini de la comprendre. Si bien que une autre clé, en dehors de cette idée de médiation, une autre clé de l'ingénieur agro de demain, c'est celui de réconciliation. Est-ce qu'on peut réconcilier Martine à la ferme et l'ingénieur agro ou l'agro-industrie qui nous pollue? Ce sera difficile. Donc, il va falloir trouver des idées nouvelles. Mais il va falloir naviguer entre ces éléments-là. Et puis, je dirais que ce qui est fondamental aussi, c'est qu'il faut en permanence avoir cet esprit d'initiation. Il faut raconter les choses, dire les choses dans ce monde où on a besoin, encore une fois, de récits, on a besoin de raconter aux jeunes le potentiel qu'il y a dans ce métier. Tout ça me paraît très important pour créer une forme de cohésion sociale, si bien que le rôle de l'ingénieur agro, il a un rôle citoyen fondamental pour opérer cette cohésion entre les gens qui ont faim, les gens qui produisent et les gens qui organisent la société. Alors, merci beaucoup, Christian. Une petite dernière pour la route. Tout d'abord, moi, je n'ai pas vos talents de prospectiviste. J'entends que l'ingénieur agro, il peut être finalement titillé dans sa vocation par un émerveillement face au vivant, avoir la vocation de pouvoir entretenir cet émerveillement. Et de façon, vous qui avez côtoyé des lycéens, si vous deviez finalement déployer un argumentaire à destination des lycéens, quels sont les arguments forts que vous pourriez leur partager pour qu'ils puissent embrasser finalement des études leur permettant de devenir ingénieur agro? Ça, c'est la question évidemment difficile. Pendant notre périple d'études, nous sommes allés à Lyon et nous avons fait des réunions avec des jeunes 3e, 4e, pour sentir un petit peu ce qu'on dit, cette notion d'émerveillement. Je demandais à l'un d'eux, qu'est-ce que c'est pour toi le monde rural? Il ne savait pas ce que voulait dire rural. Donc, on est déjà là à un point extrêmement fort et important, c'est de raconter des histoires autour de ça. Ça, c'est un des premiers éléments. Et de raconter une histoire excitante, une aventure. C'est une aventure humaine qui est importante. Donc, les jeunes qui nous occupent et dont on voudrait, à qui on voudrait ouvrir nos portes, c'est effectivement pas simplement une sorte d'émerveillement un peu naïf que l'on va plus ou moins abandonner. Ce qu'il faut, c'est le construire, et puis parce qu'il faut être très pragmatique, en disant c'est une carrière, c'est une vocation, c'est quelque chose qui va pouvoir te permettre de t'accomplir en tant que tel et de faire du bien à la planète. Évidemment, la grande question aujourd'hui, est-ce que dans l'individualisme contemporain, est-ce qu'on s'intéresse vraiment à la planète? Est-ce qu'on veut aller au-delà de son petit écosystème? La question est posée. La réponse est oui,
il y a de plus en plus de jeunes, alors on pourrait parler de cela d'une forme de tribalisme, hein, dans leur tribu, etc. Il y a des éléments qui sont là pour parler. Moi, je crois beaucoup, par exemple, à l'avenir des influenceurs dans cet univers. Et les jeunes d'aujourd'hui, il va falloir leur proposer des influenceurs qui vont avoir la même capacité de frappe que Nabila, mais au niveau agricole. Et il y en a. Aujourd'hui, j'en ai découvert plein pendant cette étude. C'était passionnant. Il y avait plein de choses autour de ça. Donc voilà. Mais l'affaire n'est pas encore terminée. Je crois qu'il y a une question qui te brûle, Valérie. Ah oui, moi je vous écoute. Et donc maintenant, l'ingénieur agro, vous le connaissez sous toutes les coutures, mieux que nous-mêmes. J'ai envie de vous demander quelle vision vous aviez, vous, de ce métier avant de faire cette étude? Faible, oui, tout à fait. Dans une société que je dirige, j'avais engagé une jeune femme que j'ai su plus tard être ingénieur agro et qui, en fait, est venue faire de la sociologie. Et j'ai souvent eu cette surprise de découvrir des gens qui étaient dans des domaines inattendus par rapport au monde agro, mais qui se révélaient être extrêmement efficaces, peut-être précisément parce que l'éducation reçue dans ce que vous proposez donne cette ouverture. J'ai parlé de la métaphore du couteau suisse tout à l'heure, elle revient souvent, ça. Hein, l'idée que on peut être un couteau suisse. Alors, il faut faire gaffe quand même avec les métaphores, parce que est-ce que le couteau suisse, est-ce que le tournevis du couteau suisse est aussi puissant que le tournevis de l'ingénieur qui ne fait que ça dans la vie? Il faut gérer ça. Hein, c'est des images effectivement à gérer. Mais néanmoins, dans un monde si incertain que le nôtre, où il faut se réinventer en permanence, et où on ne sait pas du tout de quoi sera fait le lendemain, il y a là la possibilité justement de montrer combien cette ouverture d'esprit et d'expertise peut être au rendez-vous. Ça me va très bien et surtout, Christian, on n'avait pas répété ce numéro de claquette, mais vous me faites une formidable transition. Alors justement, Jérôme, je vais te passer la parole. Par rapport à ça, justement, comment une école comme l'ISARA se positionne face aux grandes transformations du secteur, notre couteau suisse? Merci Ingrid et merci pour cet éclairage et cet enseignement qui est très riche, qui met en valeur finalement plein de choses. Alors, je ne vais pas réagir sur tout, mais il y a peut-être deux mots moi, qui m'interpellent dans ce que vous dites. C'est le sens et c'est le récit. Je vais commencer par le récit et je finirai sur le sens. Le récit, en fait, on a besoin de trouver une histoire commune pour mettre en valeur finalement le rôle d'un ingénieur agro qui a tellement bien bossé, c'était ce qu'on se disait juste avant de rentrer, qui a tellement bien bossé ces 50, 60, 70 dernières années, qui est devenu assez invisible aux yeux de la société. Tant mieux, parce que finalement, tout le monde a prospéré en termes d'alimentation. Mais il me semble que le récit, il est intéressant d'être porté aussi à travers l'approche qu'on a autour de notre alimentation. On est tous des êtres biologiques, on se nourrit au quotidien 3 fois par jour, du moins c'est la théorie, on a besoin de cette énergie, elle vient de la Terre, et finalement on a perdu l'information, le visuel, le savoir qui permet de savoir d'où vient et comment ça a été fait, ce qu'on est en train de manger. Donc là, peut-être que le récit il est intéressant, et je pense que l'ISARA, on participe, au même titre que toutes les écoles d'ingénieurs, à élaborer, à mettre en avant ce récit, parce que ce besoin d'information sur l'ensemble de nos filières, de comment elles fonctionnent, avec qui elles fonctionnent, eh ben les consommateurs sont en énorme besoin d'avoir plus d'informations sur elles-mêmes. Et puis, je vais articuler sur le sens, puis ça me permettra de répondre à la question. Le sens, vous l'avez très bien décrit, donc je ne vais pas le paraphraser du tout,
mais je vais peut-être rajouter cette composante. Moi, c'est les mots qui me viennent quand on parle de sens, c'est de savoir pourquoi on se lève le matin. Et finalement, savoir pourquoi on se lève le matin, on peut très bien se dire, on va faire une nouvelle journée et puis ça va nous emmener jusqu'au soir, puis on va recommencer demain. Bon, c'est un moteur assez limité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce moteur, il va s'épuiser, c'est certain. On peut se lever pour un salaire. On peut se lever pour une rémunération. C'est tout à fait légitime. On a tous besoin de payer nos factures. C'est assez logique. Et je pense que les ingénieurs agro, ils ont une immense chance, c'est de se lever parce qu'ils ont une mission à accomplir. Ils ont une mission à accomplir parce qu'ils contribuent à faire en sorte de pouvoir nourrir une population de manière sûre, de manière saine, en préservant la santé des consommateurs et dans une logique aussi de trouver un équilibre avec la préservation, voire la restauration du vivant, en l'occurrence. Et finalement, cette mission, c'est ce sens, c'est l'énergie qu'on va pouvoir trouver tous les jours de manière à pouvoir se sentir actif, se sentir acteur, finalement, au sein de notre société. Et je pense qu'à l'ISARA, on contribue modestement à cette mission-là. En tout cas, c'est quelque chose qui nous anime assez profondément, d'arriver à trouver finalement les compétences clés qui permettent d'alimenter le triptyque, mieux nourrir, restaurer le vivant, et puis créer de la valeur durable, parce que si tous les acteurs sur la chaîne, ils n'arrivent pas à vivre, ça ne sera pas une source de pérennité de ces acteurs-là. Donc, on contribue finalement, à travers nos actions, à former des jeunes autour de ça, et en accentuant sur 3 compétences clés qui font écho, je crois, Christian, à ce que vous dites. La première compétence clé, c'est la notion de leadership. C'est la notion qu'on a tellement de frontières à faire bouger devant nous que si on n'a pas des acteurs du changement qui incarnent ce changement et qui sont en capacité d'embarquer, eh bien, il risque de ne pas se passer grand-chose. La deuxième compétence clé, c'est la notion de coopération. Les enjeux devant nous sont tellement grands, tellement immenses, tellement complexes, que la solution, elle n'est pas dans le cerveau d'une seule personne, elle est dans le cerveau d'une intelligence collective qui va avoir besoin qu'on la fasse travailler ensemble, cette intelligence collective, et faire travailler les gens ensemble, c'est bien une compétence. Et troisième compétence, Christian, vous avez cité ce mot plusieurs fois, c'est la notion de savoir agir et décider en situation d'incertitude. On est dans un monde incertain, demain est plus incertain qu'hier, j'ai envie de dire particulièrement en ce moment, on ne sait pas quelle nouvelle arrive chaque jour, et si on attend que le monde soit moins incertain pour faire bouger les lignes, on risque d'attendre bien longtemps et le train il va passer devant nous. Donc on a besoin d'acteurs du changement qui sont en capacité de savoir prendre des décisions, de savoir agir en prenant en compte les risques associés à cette incertitude. Donc c'est finalement les partis pris là qu'on va chercher à travailler, en particulier à l'ISARA, et ce sur l'ensemble de cette chaîne de valeur de la terre à assiette. C'est de ce côté. Alors, fort de ces 3 compétences clés, où est-ce qu'on retrouve les ingénieurs ISARA? Dans quel domaine d'activité? On a vu que c'était quand même très, très vaste, tous les métiers qui étaient proposés, mais si on se focalise sur quelques exemples de débouchés. Alors, je ne sais pas s'il faut faire quelques exemples, parce que si on doit en faire quelques exemples, il va falloir qu'on parcourt les 300 métiers qui sont possiblement accessibles à partir d'un diplôme d'ingénieur agro. Et peut-être 301, qui peut être aussi sociologue, vous l'avez dit tout à l'heure. Le couteau suisse de l'ingénieur agro, il a l'immense talent de pouvoir se promener sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'alimentation, qui va de la production agricole à la distribution, voire même la consommation. Il peut aller dans les cuisines des consommateurs, en passant par la transformation alimentaire. Donc, quelque part, l'ensemble de la palette de métiers qui va agir depuis la production agricole, là je pense à des métiers typiquement dans les exploitations agricoles, voilà, centrés autour de la production, autour de conseils autour de la production, ou dans des coopératives agricoles en particulier. On peut aller travailler dans les industries agroalimentaires, sur tous les métiers agroalimentaires, donc ça va être
des gens qui sont plutôt acheteurs de matières agricoles en particulier. Ça peut être des gens qui font de la R&D alimentaire, des gens qui font de la production, des gens qui font de la qualité, de la sécurité des aliments. Et puis, des métiers qui font le lien avec la distribution autour de la supply chain, par exemple, également, ou qui peuvent aller carrément chez les distributeurs, chez la grande distribution parfois, également sur des postes, par exemple, orientés marketing aussi, de catégorie management. Ça peut faire partie des métiers. Et puis, quelque part, on va avoir tous les supports à l'ensemble de cette chaîne de valeur qui peuvent intervenir sur l'amont agricole, sur tout ce qui est agro-fourniture, toutes les matières qui vont permettre d'alimenter, de faire se réaliser la production agricole en l'occurrence. On peut avoir des métiers dans l'audit, dans le conseil, et ça sur l'ensemble de cette chaîne. On peut avoir des métiers aussi dans des dimensions plus internationales, par exemple dans des organisations non gouvernementales, par exemple. Et puis, on peut avoir des métiers, évidemment, c'est le propre aussi d'un ingénieur, dans des métiers qui sont plus de la recherche. On a un INRAE en particulier, qui est l'Institut national de la recherche agronomique, qui recrute particulièrement des ingénieurs agro parce qu'on traite typiquement de ces problématiques-là. Donc, on peut prendre plein d'exemples finalement là-dedans, mais là, on a un exemple de l'ensemble de ces métiers qui peuvent intervenir sur cette chaîne de valeur. Et je me permets de préciser un point parce qu'il est extrêmement important, c'est que l'ensemble de ces acteurs sur cette chaîne, ils sont en forte demande de compétences. Ils ont besoin de gens. Ils ont tellement besoin de gens que nous, il y a un indicateur qu'on regarde à la loupe, comme dans beaucoup d'écoles, qui est le taux d'employabilité à 6 mois. Ça veut dire, ça va être le pourcentage de nos jeunes qui, 6 mois après l'obtention du diplôme, sont en emploi. Et ce pourcentage, il se monte chez nous à 96%. Donc, 6 mois plus tard, après le diplôme, 96% de nos jeunes sont en emploi. Autrement dit, il y a quasiment du plein emploi à la clé. Et ça, c'est le fruit, en fait, d'une filière qui est dynamique, qui se développe, qui a besoin de compétences et qui a besoin de compétences jeunes, en l'occurrence. Et ce taux d'employabilité, on ne l'aurait pas s'il ne faisait que faire des pièces pour des moissonneuses-batteuses, comme l'a dit un des élèves INSA. Alors, on a vu que le paysage des écoles d'ingénieurs agro était vraiment vaste, mais quand même, si on s'intéresse un petit peu à notre chère école Isara, parmi tous ces ingénieurs agro, l'ingénieur Isara, est-ce qu'il a une particularité? Quelle est sa singularité? Alors, cet ingénieur Isara, c'est un ingénieur agronome avant tout. Donc, il va avoir ce côté couteau suisse, là, dont on est en train de se parler. Et je ne vais pas revenir dessus. En termes de spécificité, je pense qu'on a un point clé, c'est qu'on forme des ingénieurs qui sont à dimension, on appelle ça généraliste. Alors, généraliste, ça veut dire que justement, il peut se balader sur l'ensemble de cette chaîne de valeur. Et que c'est hyper important parce que pouvoir se balader sur l'ensemble de cette chaîne de valeur, ça veut dire que quand on fait de l'agroalimentaire, avoir des notions et avoir été formé sur ce qui se passe en amont du côté de l'agriculture, c'est extrêmement clé. Parce que transformer des matières premières agricoles, c'est des matières biologiques, c'est du vivant, ça a des spécificités, ça a des variations internes, ça induit de la variabilité dans notre production, alors qu'à la fin, on veut fournir un produit qui ressemble toujours à la même chose. Donc, il y a un savoir-faire qui est très spécifique autour de cette intégration de la chaîne de valeur qui est un point extrêmement important. Et peut-être le deuxième point qui va être important également, ça va être la notion, alors parfois on appelle ça ingénieur entrepreneur, parfois on appelle ça acteur du changement. Alors, ingénieur entrepreneur, ça ne veut pas dire que tous nos ingénieurs ils font de leur entreprise derrière. Ça veut dire que derrière cette notion d'entrepreneur, il y a une compétence clé qui nous intéresse, c'est de dire un entrepreneur, là où il y a plein de problèmes, lui, il voit que des opportunités. Donc ça tombe bien parce qu'il y a plein de problèmes dans nos systèmes agricoles et alimentaires, il y a plein de problèmes à résoudre. Et donc le fait de former des ingénieurs entrepreneurs, c'est que derrière tous ces problèmes, en fait, il y a plein de pistes de solutions. Et pour identifier ces pistes de solutions, c'est cette notion de devenir acteur du changement. Et l'entrepreneur, il a la capacité à faire bouger les lignes, à incarner ses compétences de leadership, de coopération, d'agir, de décider en incertitude.
C'est ça qu'on résume à travers ce terme ingénieur-entrepreneur ou acteur du changement. Voilà. S'il y avait 2 points clés, ça serait cela. Merci beaucoup, Jérôme, pour tous ces éclairages. Et justement, on va voir auprès de nos alumni diplômés élèves s'ils se retrouvent dans ce profil de l'ingénieur agro Isara. Ils ont pris beaucoup de notes. Là, ils ont vraiment bu vos paroles à tous. Donc, je pense qu'ils ont peut-être des réactions avant qu'on commence peut-être nos échanges par rapport à ce que vous avez entendu. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé tous les deux? Du coup, je me sens obligée d'avoir quelque chose à dire. Non. Non, mais pour le coup, vraiment, moi, j'ai été... oui. Il y a la question d'acteur du changement. Moi, je me retrouve complètement là-dedans. Effectivement, ça rejoint aussi la question du sens. On se questionne tous, et aussi les collégiens, lycéens, je suppose, sur le monde de demain et sur quel sens on peut trouver autant qu'on investit dans un métier, dans une tâche. Et clairement, la meilleure manière de réagir aux défis auxquels on fait face, c'est peut-être l'action. Donc voilà, moi je me retrouve vraiment là-dedans pour le coup. Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Jeanne. On est là pour induire un changement, et c'est ce qu'on nous apprend, c'est d'une situation de base qui peut être problématique, ou comme l'a dit M. Zlatov, qu'on peut considérer comme une opportunité. On est là pour trouver une solution, et de manière plus générale, c'est ce que le métier d'ingénieur a pour vocation de faire. Et dans le cadre des ingé agro, je pense que, on ne va pas se faire des redites non plus, mais c'est de la nourriture, c'est l'essence même de la vie. On en a besoin, et en plus de ça, il y aura toujours du travail dedans. Le taux d'employabilité le montre, et puis on s'arrêtera pas de manger demain non plus. Moi, j'avais une question pour M. Gattard. Vous avez beaucoup parlé du récit qui aujourd'hui peut ne pas être attirant pour les prochaines générations. Un récit qu'il faut changer. Quelles peuvent être les pistes pour changer ce récit, pour le rendre plus attrayant? Demandez à ChatGPT. Les récits attrayants, ils commencent par, comme je l'ai dit, soi-même. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver qui va répondre à l'aventure de la vie, quoi. En quoi est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut interpeller? Le second point, qui résume un petit peu tout ce que vous venez de dire, c'est, en vous écoutant, je me disais, mais au fond, tous les métiers que vous signalez, ils vont rester. On va avoir besoin de ces métiers. Ce qui va changer, c'est la façon dont on va les gérer, c'est la façon dont on va y introduire les technologies, etc. Mais finalement, c'était un bon espoir. Il y avait de l'espoir dans ce que vous disiez, je trouve ça tout à fait intéressant. Et donc, cette idée de pouvoir finalement, peut-être c'est là l'essentiel, apprendre à apprendre. En permanence, apprendre à apprendre, puisqu'il faut se renouveler, le monde se renouvelle pour nous à toute allure, et donc il faut avoir ces capacités-là. Donc ce récit futur, c'est un récit à la fois de subtilité, de fluidité. Il faut être malin, il faut se démerder, quoi, dans un monde compliqué. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à aller jusqu'au bout de sa curiosité dont je parlais tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est un des vrais leviers d'aujourd'hui, c'est d'avoir envie de faire des choses. Donner envie, je ne sais pas si vous lisez de la science-fiction, il y a peut-être des bouquins de science-fiction qui pourraient être intéressants, d'autant plus que je fais une toute petite parenthèse sur la science-fiction, nous a raconté des trucs épouvantables dans ces dernières années, c'était la dystopie, c'était la fin du monde, etc. et tout. Soyez vigilants, aujourd'hui il y a un nouveau courant en science-fiction qui s'appelle le solar punk, que je vous recommande d'aller lire, et qui est enfin des auteurs de science-fiction qui se décident à présenter un futur souhaitable, un futur excitant, un futur dans lequel on pourra vivre ensemble. Alors voilà, c'est des départs. Curiosité, apprendre à apprendre, et puis foncer, quoi.
Ouais, tu veux peut-être donner la question. Alors, on avait une question sur le chat de Marie qui était très complémentaire à la tienne, Guillaume. On a les ingrédients du récit, en tout cas, on en esquisse le profil. Est-ce que vous avez abordé la question des canaux de transmission de ce récit pour arriver à toucher nos cibles? On va échanger, parce qu'on a beaucoup échangé là-dessus. Je l'ai un petit peu exprimé tout à l'heure. Je veux dire qu'il est évident qu'il faut utiliser, se récupérer les réseaux sociaux. Il faut ne pas hésiter à le faire. Je suis un petit peu sceptique sur l'idée d'avoir une grande affiche 4x3 dans les rues, etc., que les gens ne croient plus, ne regardent plus, etc. Donc, il faut aller de l'intérieur. C'est vraiment j'aime bien cette idée du surf. Le navigateur, il ne va pas prendre la vague de front, il va s'inscrire en surfant dans la vague pour profiter de son énergie. Ça, c'est des choses comme ça qui semblent intéressantes pour développer. Enfin, les réseaux sociaux, c'est un truc très branché en ce moment, c'est à la mode en ce moment. Qu'est-ce que ça va devenir après? Il faudra aussi se réinventer par rapport aux nouveaux types de réseaux. On parlait tout à l'heure avec monsieur d'Elon Musk et des implants Neuralink que l'on aura dans le cerveau bientôt, et que, en plus, le pire, c'est que ça va nous paraître totalement normal et totalement banal d'avoir chacun sa puce dans le cerveau. De même qu'il y a 30 ans, on se disait, mais c'est pas possible d'inventer des trucs téléphones qui vont nous accompagner, etc. On n'y pensait pas. Donc, le monde de demain va être totalement surprenant. Il faudra s'adapter à ces éléments-là. Et donc, comme on ne peut pas savoir exactement ce que ça va être, ces nouveaux réseaux, ça, il faut se rendre disponible. C'est ça qui est important. C'est des exercices mentaux, j'imagine. Il y a peut-être des stages de yoga mental pour se préparer à l'avenir. À voir. Et ouais, juste pour compléter ce que tu dis, Christian, effectivement, tout le travail que tu as mené dans le cadre de l'étude va permettre de nourrir une campagne d'attractivité nationale. Et comme tu le disais, sur le côté humain de l'ingénieur agro, on a des étudiants et des alumni qui incarnent ce qu'est l'ingénieur agro. Et qui mieux que les ingénieurs agro pour témoigner de ce qu'ils sont auprès de toutes les cibles qu'il y a adressées. Donc, c'est dans ce sens-là où aujourd'hui, on ne peut pas dire quels seront les canaux de communication qui vont être privilégiés dans le cadre de la campagne qu'on va mener, mais c'est quasiment acquis qu'on travaillera dans une logique d'ambassadeurat et de plaidoyer avec les ingénieurs agro qui sont conscients de cette mission dont tu parlais, Jérôme. Et c'est ça un peu la spécificité de l'ingénieur agro. C'est pourquoi il se lève le matin. Effectivement, il y a tous les défis qui sont devant nous, ils sont liés au vivant. Donc, on a énormément de missions à accomplir, que ce soit climat, biodiversité, eau, alimentation, énergie. Tout est lié au vivant. Donc, c'est dans ce sens-là où il y aura bien sûr des travaux dans les carrefours d'audience qui existent aujourd'hui, que sont les réseaux sociaux. Mais dans 3 ans, est-ce qu'il y aura encore ces réseaux sociaux? C'est peut-être probable, mais peut-être qu'il y en aura des nouveaux. Mais le rapport humain pour déclencher des vocations, il est vraiment très fort. Déclencher de l'émotion quand on va pouvoir discuter en direct avec des jeunes qui se posent des questions sur leur futur, ça peut être très, très important. Et ça fera partie de ce qu'on pourra faire dans le cadre d'Avenir Agro. Peut-être à travers une anecdote, mais je suis assez persuadé que ça a touché beaucoup de monde. Les enseignants en sciences du vivant ont un rôle à jouer là-dedans en particulier. Et je ne vais pas raconter ma vie, mais dans mon cas, c'est la rencontre avec une enseignante en particulier au collège, en 4e, je me souviens, que j'ai eue en sciences du vivant et de la Terre, en SVT, qui m'a fait découvrir en fait un monde que jusqu'à maintenant, je ne l'avais pas compris, pas vu comme ça. Et elle avait cette façon de montrer les choses. Je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose. Je ne m'étale pas, je pourrais faire plein de détails, mais ça n'a aucun intérêt. Si, c'est très intéressant. Le vrai sujet, et ce qui doit nous interpeller, c'est ce qui se passe maintenant ici, en ce moment à l'école
dans ce moment entre nous. C'est peut-être ça le plus important. Ces moments de rencontre, ces moments d'écoute, vous êtes sortis de ce que vous faisiez pour vous dire, après tout, qu'est-ce qui se passe là? Allons voir, quoi, et tout. C'est ça, cette dynamique-là, moi, j'y crois très volontiers. D'ailleurs, on retrouve de plus en plus de lieux comme ça dans lesquels les gens viennent, ils échangent. Ça se passe à travers des cafés, ça se passe à travers des théâtres, ça se passe à travers des friches abandonnées, etc. Bon, bref, il y a un tel besoin de retrouver le réel après la saturation que l'on a à travers les écrans, que là, il y a une piste. Alors, des questions, on en prendra d'autres à la fin. Continuez, vous qui êtes à distance aussi, à poser vos questions via le chat, via l'onglet questions en bas à droite. Je voudrais vraiment qu'on donne la parole justement à ces ambassadeurs des métiers de l'école du diplôme, Jeanne et Guillaume. Alors, Jeanne Ravoire, donc tu es jeune diplômée, on l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas redérouler ton métier puisque tu vas nous en parler, mais tu travailles à l'agence d'urbanisme de la métropole lyonnaise. Quel est ton métier exactement? Alors mon métier exactement, je ne pourrais pas vraiment le résumer parce que finalement, je me retrouve plutôt sur toute la chaîne de valeur dont vous avez parlé. À l'agence d'urbanisme, on est 3 ingénieurs agronomes, tous de l'ISARA. Et donc en fait, on traite de sujets de l'agriculture, la protection des terres agricoles, jusque dans les documents réglementaires, comment faire pour avoir une agriculture qui puisse nourrir tout le monde et de manière qualitative. On va aussi traiter de sujets, par exemple, sur l'irrigation, comment faire face à la baisse de la ressource en eau, en qualité, en quantité. Toutes les questions de végétalisation aussi. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir des missions, qu'on me confie des missions qui vont du volet plus écologue au volet agri, au volet presque alimentation aussi. Il y a plein, en fait, d'actions qui se font sur notre territoire. Par exemple, avec le projet alimentaire territorial. Enfin, voilà, moi, je travaille sur cette variété de sujets-là. Et pour expliquer rapidement, une agence d'urbanisme, c'est une structure qui accompagne les collectivités pour mettre en place leur politique publique. Donc, en fait, on est directement dans du concret, dans des actions et des sujets qui vont impacter la vie des gens. Voilà, à peu près. Quand même, c'est un métier auquel tu n'aurais pas forcément pensé en rentrant à l'ISARA. Comment t'es venu le déclic? Comment tu as été amenée à exercer ce métier? J'ai pas eu vraiment de déclic. C'est pareil, les métiers d'urbaniste, c'est quelque chose que je connaissais pas, autant que quand j'étais au collège ou au lycée, je connaissais pas le métier d'ingénieur agronome. Donc c'est un peu par hasard. En fait, dans mon parcours, moi j'ai fait mes 5 ans à l'ISARA. Et j'ai voulu autant que possible explorer les horizons que permettait d'explorer l'ISARA. Donc je suis partie en Erasmus pour un cursus en sciences environnementales, puis après je suis partie à l'ISA à Lille pour un cursus en management environnemental. Et à la fin de mes 5 ans, le constat que j'ai un peu fait, c'est que j'apprécie vraiment la vision ingénieur, ingénieur agronome oui, mais ingénieur après tout, enfin avant tout, qui est une vision très solutionniste quand même, technique, avec beaucoup de cordes à son arc. Et je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir un peu un dézoom, peut-être remettre un peu de sociologie dans tout ça, bien qu'on ait des cours de sociologie. Enfin, peut-être toujours, je ne sais pas. Ok. Et donc, voilà, j'ai choisi de poursuivre mes études dans un master de paysage, donc à l'ENSP. Et je crois qu'ils font partie de Avenir Agro, l'École nationale supérieure du paysage. Ah, j'avais vu une carte avec marqué leur petit nom, donc je ne sais pas. L'Institut Agro Angers en fait partie. Dommage. Voilà, en tout cas, je suis partie faire ce master de recherche en paysage et paysage, archi, urbain, c'est des métiers qui gravitent un peu. Donc voilà, au final. Parmi tous les enjeux dont on a parlé depuis le début de cette table ronde, est-ce que toi, aujourd'hui, dans ton métier, tu te sens utile? Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est une question presque existentielle, j'avoue. Donc, utile, oui, fort heureusement. Et ça rejoint complètement la question de sens dont vous parlez et qu'ont montré l'enquête. Je crois que ça fait quelques années qu'on parle beaucoup de la crise du sens, les bullshit jobs, ce genre de choses. Au final, moi, si je me sens utile aujourd'hui, c'est aussi parce que je crois que l'ingénieur, il se doit d'être utile avant tout. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui apporte
une solution à un besoin, et apporter cette solution, ça demande aussi de se demander pourquoi on a besoin de cette solution, à qui elle bénéficie, et la solution qu'on va proposer, quelles conséquences elle va avoir. Donc en fait, pour moi, se sentir utile, c'est avant tout avoir conscience qu'on a un regard critique et qu'on est là en tant qu'ingénieur et en tant que juste citoyen pour apporter peut-être de la qualité aux questions qu'on se pose et aux solutions qu'on propose. Donc oui. Bonne réponse. Si on grossit un petit peu le trait, est-ce que tu te sens faisant partie d'une élite? Alors, quand j'ai essayé de préparer ma réponse à cette question, honnêtement, j'aimerais bien une précision sur élite, parce que je trouve que ça questionne vraiment comme terme, et je voulais savoir si c'était un terme que vous vouliez associer au diplôme d'ingénieur ISARA ou ingénieur agronome de manière générale. C'est toute la question, c'est parce que peut-être on peut considérer qu'un ingénieur au sens large, c'est un petit peu l'élite de la société parce que précisément il touche à tout, donc on va le retrouver dans plein de métiers, on va le retrouver à des postes d'encadrement, voire de direction. Donc en ce sens-là, est-ce que tu penses qu'un ingénieur, agro qui plus est, c'est l'élite de la société? Non. Non, pourquoi? Parce que, en fait, c'est une réflexion assez simple, je crois, de se rendre compte qu'on a tous besoin des uns des autres, et que au-delà du salaire, surtout pour les ingés agroalimentaires, moi pour Agri, on a peut-être des postes de cadre, des salaires plus élevés que d'autres métiers, mais en attendant, c'est plus, on a besoin des uns des autres, et on fait partie surtout d'un écosystème. C'est comme si vous me demandiez si les prédateurs, ils ont plus de valeur que les proies. Non, c'est vraiment une drôle de métaphore, mais en attendant, je veux dire, on a tous besoin les uns des autres, et moi, en tant qu'ingénieur, je serais incapable de rendre des solutions et de faire bien mon métier, entre guillemets, si je n'utilise pas la connaissance d'experts, de techniciens qui ont fait d'autres études ou qui ont d'autres parcours. Voilà, chacun a sa place. La fameuse compétence du collectif et de l'humain. Alors, avant de donner la parole à Guillaume, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux lycéens pour les convaincre, de devenir Elisara évidemment, mais déjà de devenir ingénieur agro? Un conseil, en fait, je pense que c'est surtout un conseil d'orientation, parce que je pense que et les collégiens, les lycéens, mais même peut-être les premières années à l'ISARA qui se questionnent sur leur parcours et le cursus, c'est avant tout de savoir vers quoi on veut aller, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous intéresse, et comme je disais tout à l'heure, dans quoi on a envie d'investir son temps, en fait. Donc peut-être, mon conseil, ce serait d'être curieux, c'est hyper bateau, et très Pinterest, mais d'aller d'aller explorer les sujets, de prendre le temps en fait d'aller chercher. Et comme je disais tout à l'heure aussi, moi j'ai exploré des horizons que propose l'ISARA, quitte à payer l'ISARA, autant explorer tous les cursus qu'on peut, aller aussi rencontrer les professeurs, les encadrants, qui en fait sont des vraies personnes ressources à la fois pour leur réseau. Moi j'ai beaucoup galéré à trouver des stages à chaque fois, et en fait au final les personnes, je vois, qui s'en sortent le mieux autour de moi, c'est les personnes qui sont vraiment allées voir les gens, qui sont allées chercher de la ressource, qui se sont intéressées, qui ont ouvert leur chakra et qui ont musclé cette curiosité dont vous parliez aussi tout à l'heure. C'est un muscle, il faut se le muscler. On démarre l'entraînement. Merci beaucoup, Jeanne, pour tes réponses. Alors, Guillaume, à toi. Donc, Guillaume Cobarer, élève en 4e année. Guillaume, soyons honnêtes, toi, l'ISARA, ce n'était pas ton premier choix. Toi, tu as essayé médecine avant. Et finalement, tu as eu quand même une révélation dans le métier d'ingénieur. Alors déjà, comment tu es passé de l'un à l'autre? Et puis, comment tu as finalement trouvé ta voie dans cette filière d'ingé agro? Alors, je pense que c'est le cas de pas mal d'élèves qui ont soit fait BCPST avant ou qui ont fait PACES, comme ça s'appelait avant, et qui ont échoué, qui n'ont pas eu le choix qu'ils voulaient. Donc, en effet, l'ISARA, pour moi, c'était même pas un plan B, c'était un plan improvisé. Après mon échec, je me suis dit, bon, je fais quoi maintenant? et, et je me suis questionné sur la raison pour laquelle je voulais faire médecine de base. C'est que pour en revenir à cette histoire d'émerveillement du vivant, j'ai toujours été émerveillé par le vivant, mais moi, c'était plus côté corps humain. Je voulais être chirurgien, depuis tout petit, je jouais à des jeux en ligne sur jeux.fr pour faire des opérations. Et
Et c'est cet émerveillement qui m'a conduit à me dire, mais en fait, ce que j'aimerais avoir, c'est un impact sur la santé des gens. De manière générale, c'est ça qui m'a poussé à aller vers la médecine. Et alors, c'est assez ironique parce que mon père est de formation d'ingénieur agronome qui était à Montpellier, probablement dans la même école que vous. Et mais je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un ingé agro au moment de me réorienter. J'en avais aucune idée parce que quand même, ça reste assez vaste et mine de rien, c'est pas évident à comprendre pour quelqu'un qui voit le corps humain comme la sacro-sainte finalité de la santé au final. Et donc, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai demandé à mon père, il m'a dit « Ah oui, c'est sympa, c'est cool, il y aura de la science. Tu vas t'épanouir là-bas » parce que j'étais très intéressé et très curieux à propos de la science. Et donc, je suis arrivé dans cette dynamique-là où, post-Covid, je venais de faire 2 années de passe que j'ai totalement foiré. Et, enfin, totalement, il ne faut pas abuser. Mais je suis quand même rentré à l'ISARA, c'est pas mal. Mais que j'ai raté. Et je suis arrivé à l'ISARA, je voulais vivre déjà. Donc, il y a le côté vie associative qui m'a énormément plu. Je me suis beaucoup épanoui de ce point de vue-là. Alors, certes, vu que je passais de zéro, de rien à tout, au début, j'avais pas mes priorités en ordre. J'ai pas mis les petits plats dans les grands, clairement. Et j'ai passé 2 années assez compliquées enfin 1 année et demie assez compliquée au niveau des résultats scolaires, principalement aussi parce que c'était beaucoup de sciences empiriques, beaucoup de sciences du vivant que moi je n'avais jamais connu. Les végétaux, j'avais vu vite fait ça au lycée, mais c'était pas ma passion. Les animaux non plus, à part l'homme. Donc j'étais là, j'apprenais clairement, et j'adore apprendre, c'est toujours bien. Mais quand on n'a pas une finalité derrière, qu'on ne s'imagine pas ce qu'on peut faire après ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et en première année, en deuxième année, je sais que c'est un challenge pour beaucoup d'élèves qui se demandent quand est-ce que ça va finir en fait. Et j'ai pris un petit coup de pression au final qui m'a fait me remettre en question et me faire travailler un peu plus parce que je voulais absolument partir en Erasmus. On m'a dit 0 rattrapage jusqu'à la 3e année. Et j'ai tenu le coup. Donc, ayez des motivations un peu comme ça. Je parle principalement aux premières années parce que c'est surtout à eux que je m'adresse là. Ayez des motivations moyen terme. C'est pas grave de ne pas savoir ce qu'on veut faire après. L'Erasmus, déjà, c'est une super opportunité pour se dire bah voilà, j'ai envie de partir, j'ai envie de découvrir du monde, j'ai envie de faire la fête aussi parce que c'est ça Erasmus. Pardon, désolé. Mais non, il faut avoir des motivations. Il ne faut pas être motivé purement par ce qu'on fait à l'ISARA. Il y a des trucs en parallèle qui sont hyper cool, des gens qu'on rencontre, des compétences humaines qu'on acquiert. Ce n'est pas que du technique, ce n'est pas que du scientifique. Aujourd'hui, la raison la plus importante pour laquelle les recruteurs aiment l'ISARA, il me semble, c'est pour nos compétences humaines aussi. Parce qu'on est des couteaux suisses, on est expert en rien, mais focalisé quand même sur l'agro, ce qui reste intéressant pour eux. Mais on n'est pas des techniciens, on est adaptable. Et c'est ça qui me plaît dans ce métier, c'est que c'est, comme on a dit, c'est apprendre à apprendre. On apprend à rester en actualité avec ce qui se passe, avec le temps. Ce n'est pas que des dynamiques techniques, c'est aussi beaucoup de socio-économique. On a parlé de la sociologie notamment. Mais mon choix à ma réorientation, c'était entre journalisme, droit et ingé agro. Donc j'ai choisi un ingé agro au final. Et je ne suis pas mécontent parce qu'au final, il y a plein de dynamiques que je voulais aborder dans ces autres corps de métier que je vais pouvoir aborder plus tard dans le métier d'ingé agro. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Tu vas me le rendre ce micro. On va parler de ton futur métier bientôt, mais puisque tu es arrivé à l'ISARA un petit peu par hasard et sous la pression de ton papa, est-ce que ta vision du métier d'ingénieur agro a évolué au fil de ces 4 années? Parce que tu es vraiment presque à la fin maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne regardes plus ce métier de la même façon? Oui, clairement, parce que je le voyais un peu de la manière qui a été présentée au début avec les gros lobbies de l'agroalimentaire, les grands méchants et Martine et ses bottes. Mais c'est vrai que ma vision a grandement évolué depuis. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui est aussi dichotomique. Il y a beaucoup de mélanges, beaucoup de changements. Et je suis persuadé aussi que le métier que je ferai dans 5 à 10 ans n'existe même pas encore. Ça veut dire c'est très probable. Je sais que c'est quelque chose dont j'ai pu apprendre de certaines personnes de ma famille qui aujourd'hui font des métiers qui n'existaient pas encore quand ils sont sortis d'études. Et l'avantage de la vision que j'ai du métier aujourd'hui, c'est que je sais que je peux évoluer dans différents domaines, dans différents secteurs.
Et c'est ça qui m'intéresse le plus parce qu'encore une fois, dans cette quête de curiosité, cette quête d'apprendre, et puis cette quête de sens aussi, puisque qu'est-ce qu'on est si on n'apprend pas au final? Qu'on reste toujours la même personne? Enfin, c'est une question un peu existentielle qui m'est très personnelle, mais je me dis que c'est la manière la plus appropriée pour moi de continuer à évoluer. Le métier de dans 10 ans, tu sais pas, mais le métier de dans 1 an, est-ce que tu sais ce que tu vas faire à la sortie de l'ISARA? Déjà, j'attends de signer mon contrat d'alternance, ce serait déjà pas mal. Mais non, d'ici la fin de mon alternance, je ne sais pas ce que je ferai. J'ai une idée quand même de ce qui me plairait. J'aimerais. Mon alternance, c'est de la chaîne d'approvisionnement, de la coordination des exports, donc que je commencerai l'année prochaine. Ça peut sonner très. Bah, pour les premières années, je vais me le permettre, c'est très chiant, dit comme ça. Mais en fait, moi, c'est ce qui m'intéresse. J'ai envie de travailler à l'international. J'ai envie de gérer des dynamiques complexes avec des événements géopolitiques qui peuvent affecter les chaînes d'approvisionnement, ce genre de choses. C'est ce qui m'intéresse. Donc, dans le cadre d'une alternance, c'est hyper cool pour moi. Mais ce que je m'imaginais plutôt, c'était créer des produits. Donc, le côté avec Madame Barthaud qui nous accompagne dans l'itinéraire entrepreneuriat et en GIDE, c'est le côté entrepreneurial ou intrapreneurial en fonction de ce qu'on décide de faire. Donc la gestion de projet, la gestion de création de produits pour répondre à des besoins. Encore une fois, on rejoint cette notion de problème auquel on doit trouver une solution, ce qui définit concrètement le métier d'ingénieur. Tu as parlé pas mal de l'international, tu as grandi à l'étranger, tu avais hâte de faire ton Erasmus, tu te vois travailler à l'étranger. Est-ce que tu dirais que l'ISARA t'a encouragé, stimulé dans cette voie-là? Oui, clairement, puisque vous allez le découvrir pour les premières années qui sont là, ou je ne sais pas si des lycéens nous écoutent. À la fin de la première année, on doit réaliser un stage agricole à l'étranger. C'est déjà une belle porte d'entrée. Bon, ne serait-ce qu'avec le cursus ingénieur où on a un certain nombre de semaines à passer à l'étranger, que ce soit en stage ou en séjour d'études, c'est déjà une belle porte d'entrée pour découvrir d'autres cultures, d'autres pays, d'autres modes de fonctionnement. Et ça peut réveiller chez certains un certain intérêt pour l'étranger ou pour le monde de manière générale. Moi, cet intérêt a toujours été là puisque j'ai grandi à l'étranger comme on m'a présenté. Excuse-moi, je suis dans mes pensées. Ouais, donc oui, il y a ça, il y a les séjours d'études qui sont proposés, l'Erasmus, de nombreux stages à l'étranger avec des partenariats, que ce soit avec des associations. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont à Bali, ce genre de choses. Moi, c'est pas ce que j'ai décidé de faire pour mon stage de deuxième année, mon stage agricole. J'ai préféré rester en France, c'était plus simple. Mais pour me permettre de faire un Erasmus après et de voyager, j'ai vu l'Amérique du Nord, ce qui était totalement nouveau pour moi. Et c'est une belle occasion de découvrir. Même si on n'a pas envie de travailler à l'étranger, au final, c'est toujours important à savoir comment les autres pays fonctionnent, comment les différentes personnes fonctionnent. Et à l'ISARA, on est plutôt motivé, on n'est plutôt pas incité, mais sensibilisé à ça, sensibilisé à l'interculturalité, à l'international, au fait de savoir parler à des gens qui ne sont pas du tout de la même origine, de la même culture que nous. Et donc, ouais, dans ce sens-là, je dirais que oui. Pour finir, on a beaucoup parlé de la dimension humaine du savoir-être de l'ingénieur ISARA. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'en tant qu'homme, tu as changé? Alors, on comprend déjà que tu as beaucoup gagné en éloquence au cours de tes années ISARA, mais est-ce que l'ISARA t'a fait aussi grandir? Oui, pour pas trop rentrer dans les détails, parce que voilà. Oui, clairement. À l'ISARA, c'est là où je me suis construit en tant que personne, principalement. C'est là où j'ai appris à mettre mes priorités en ordre, déjà, principalement. Et je tiens à remercier Madame Ostergaard, ma responsable d'année de première et de deuxième année, qui est la personne qui m'a mis le coup de pression, qui était méritée et qui m'a permis de me remettre sur le bon chemin au final. Et oui, l'ISARA a grandement joué dans la construction de qui je suis aujourd'hui et probablement de qui je serai demain ou encore dans 10 ans. C'est sûr, c'est des années formatrices, que ce soit sur le point de vue des compétences ou sur le point de vue humain. Je trouve ça hyper important de le souligner puisque aujourd'hui, certes, les associations ont pris un petit coup l'année dernière, mais la vie associative reprend et de plus belle. Et puis il y a Isara Perrault tout à l'heure, et puis c'est une belle occasion de le découvrir.
Et il y a Valentine aussi en première année qui est là, qui est à Isara Perrault, qui sert. Donc on se voit tout à l'heure. Mais c'est hyper important pour faire des liens, pour rencontrer des personnes qui nous aideront dans notre vie professionnelle après, que ce soit des alumni à qui on peut envoyer un message même si on ne se connaît pas, ou des gens qu'on a connus. Après, moi, je suis de nature assez sociable, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je, je sais que ça m'a été d'une grande utilité. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous. On va donner la parole à la salle qui a certainement des questions à poser. Agnès, je sais que tu attends depuis un moment, alors je te tends le micro. En tout cas, merci à tous et à toutes pour vos témoignages. Moi, la question qui me vient depuis tout à l'heure, mais finalement, quand on parle d'un nouveau récit, est-ce que ingénieur agro, c'est encore un nom adapté? Pourquoi moi? C'est un vrai défi. Je suis d'accord. Ça a été tout au long de l'étude une question. Alors, on ne peut pas quantifier, mais je dirais que 90% des gens interrogés dans l'écosystème étaient plutôt pour oui. L'ingénieur agro, il est encore là et ce qu'il faut, c'est nourrir. Et arriver à désenclencher les aspects négatifs. 10% disaient non, il faut changer. On parlait d'ingénieurs du vivant avec des tas de propositions. Au bout du compte, on s'est dit avec Julien que ingénieur agro, c'était quand même un vrai totem de référence autour duquel on se retrouve. Et puis ça évolue. Et ça, je te pique l'idée. Les ingénieurs des mines ne vont plus dans les mines. Hein. Et il y a comme ça toute une série d'évolutions qui se fait où la modernisation même du mot agro peut être importante. Mais en même temps, la question, je me pose tout d'un coup la question, mais elle est même essentielle. À tel point, d'ailleurs, l'agriculture de demain, c'est ça qui va sans doute sauver la planète et la façon dont vous allez, dans votre expertise, nous proposer de manger correctement et à la planète de survivre. Peut-être justement, c'est le challenge qu'il faut accepter. Effectivement, c'est pas évident, mais il y a une vraie promesse. Mais je ne sais pas si on faisait une étude. Enfin, d'ailleurs, ça ne servirait à rien de faire une étude quantitative parce que même si 90% des gens disent que c'est pas bien, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est faire quelque chose qui compte, quoi. Quelque chose qui soit construit. Ouais, sur la terminologie agro, effectivement, on parle d'ingénieur agronome, agroalimentaire, agroforestier. Donc c'est pour ça que dans Avenir Agro, après, on parle beaucoup d'ingénieur agro. Après aussi, il faut penser sur la lisibilité et la visibilité de nos formations. Vous savez que le bachelor agro a été lancé. Donc du coup, on va rentrer peut-être dans une filiation BTS agro, bachelor agro, ingé agro. Donc même pour les familles, ça permet de montrer un peu la logique qu'il y a au niveau de cette filière-là. Et donc, ce totem dont parle Christian, il est d'autant plus important qu'on a des écoles qui ont une trajectoire ancienne. Hein. Il y a une des écoles qui va fêter ses 200 ans aujourd'hui. On a effectivement des réseaux d'alumni qui sont aussi très anciens. Et quand on discute avec ces alumni plus ou moins anciens, on se revendique tous d'être agro, proche de son école, mais on est agro avant tout. Donc c'est pour ça que la question de l'ingénieur du vivant, est-ce que par rapport à un médecin ou un veto, est-ce qu'on est les seuls à pouvoir porter ce message autour du vivant? Ce n'est pas évident. Alors que la dénomination agro, encore une fois, effectivement, il faut renourrir, réenchanter un peu l'imaginaire qui va avec. On a tous un imaginaire du veto qui ne correspond pas à la réalité, mais on a un imaginaire du veto qui est fort. Mais effectivement, quand on se projette veto, on n'imagine pas qu'on va devoir travailler dans un abattoir, qu'on va devoir travailler à gérer les maîtres plutôt que les animaux. Alors qu'ingénieur agro, finalement, on a, comme ça a été dit, très peu d'idées de ce que ça peut être, quel parcours on va pouvoir avoir. Donc c'est tout l'enjeu là de ce qu'on est en train de lancer avec Avenir Agro. Comment on réenchante, comment on réactive, comment on ressème un peu un narratif, un imaginaire autour de ce que sont les ingénieurs agro.
Comme le dit un de nos chers enseignants ici, le vétérinaire, il s'occupe des animaux malades. L'ingénieur agro, il fait en sorte que les animaux aillent bien et se sentent bien. Voilà, c'est vrai que cette vision-là, elle est pour nous peut-être un peu plus noble encore. Y a-t-il d'autres questions? Pour rebondir par rapport à tout ce que vous avez dit sur le récit et sur tout ce que l'ingénieur agronome ou agriculture, enfin agroalimentaire peut représenter dans le récit urbain ou rural, plutôt on pourrait dire ici, est-ce que vous avez pensé ou même vous avez déjà mis en place le fait d'intervenir auprès des enfants qui sont un peu plus jeunes? Parce que pour moi, quand on pense à ingénieur, déjà quand on est très petit, même au collège ou au primaire, on pense à quelqu'un qui va s'occuper de tout ce qui est mécanique, aéronaval, aéronautique. Est-ce qu'on ne peut pas déjà penser à changer la perception du métier d'ingénieur dès un âge un peu plus jeune pour que les mentalités elles puissent se développer au cours de l'enfant et de son évolution? Je me permets juste de te répondre avant de donner le micro. Demain, on intervient dans un collège. On va tester pour la première fois une présentation de l'ISARA en collège. On verra si ils sont sensibles à nos messages. Oui, ça va faire partie des rencontres humaines qu'on va devoir mettre en place. Aujourd'hui, je ne sais pas dire si ça va être dans le cadre d'un forum dans un collège avec un enseignant du primaire qui vous demande d'intervenir en tant que médiateur sur un sujet autour du végétal, autour de l'animal. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut déclencher des vocations, effectivement, déclencher des émotions pour être unique, pour être au-delà du côté aride de l'ingénieur tout court, mais de montrer que l'ingénieur agro, il n'a pas cette vision mécanistique des choses. En fait, il dit toujours ça dépend, hein, l'ingénieur agro. En fait, il ne va pas dire on va faire stop, on va arrêter la chaîne de montage parce que du coup, il y a un problème. En fait, le vivant, une fois que c'est semé, ou bien une fois que on a choisi de lancer telle ou telle production, on doit gérer cette incertitude, comme le disait Jérôme. Donc, c'est par rapport à des situations, et encore une fois, je ne sais pas ce que ça va pouvoir être comme situation qu'on va pouvoir déclencher auprès de ces jeunes, de ces enseignants aussi, hein, en primaire, notamment en collège, qui ont cette injonction d'orienter de plus en plus tôt aussi leurs élèves, hein. Dès la troisième, on doit faire des stages pour essayer de déterminer ce qu'on va faire. Après, ce qui a été montré là par les différents témoignages, c'est que même si on ne sait pas encore ce qu'on veut faire, devenez ingénieur agro. Après, vous pourrez faire tout ce que vous voulez après, en fait, hein. Donc, c'est toujours difficile à faire toucher du doigt la réalité d'un métier, notamment auprès des plus jeunes. C'est des métiers plutôt aspirationnels qu'il va avoir, être pompier, être du coup veto. Enfin, c'est vraiment des imaginaires forts qu'ils vont pouvoir avoir autour d'eux par rapport aussi aux jouets. Il n'y a pas de Playmobil ingénieur agro, je crois. Mais en tout cas, c'est ou Lego, mais à un moment, c'est dans les jouets qu'on va avoir au quotidien, comment on se projette aussi sur ces alors c'est pas des, enfin oui, métiers, mais en même temps, comme tu disais, les métiers dans 10 ans n'existent pas encore, mais c'est la question de pourquoi je me lève le matin et cette mission, qu'est-ce qui va me où est-ce que je vais pouvoir être instruit, apprendre à apprendre pour gérer justement cette capacité à transformer tout ce qui va être autour de nous, que ce soit effectivement en ville, que ce soit dans l'agroalimentaire, ou dans l'alimentation, ou dans l'agriculture, ou dans la finance. Les ingénieurs agro, on les retrouve partout. Et c'est par les témoignages, et plus il y aura de diversité des témoignages, plus on pourra semer, on va dire, des idées, ou en tout cas une idée de ce que peut être les ingénieurs agro. Juste rajouter, vous avez tout à fait raison sur l'idée que le mot ingénieur peut effectivement inquiéter. Ça. Pour juste rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est de travailler sur la vocation. La vocation par rapport au vivant. Ça, on n'est pas obligé de dire tout de suite, dès la primaire, tu seras ingénieur, mon fils. Hein. Mais ce sera l'idée de dire, regarde le vivant comme c'est intéressant. Et petit à petit, ce sera le job des agences de publicité ou de communication qui devront travailler sur le sujet. C'est comment petit à petit faire venir et, je dirais, dédramatiser le mot ingénieur. Peut-être pour compléter, et ça reboucle avec ce que je disais tout à l'heure aussi, le fil qu'on peut suivre quand on s'adresse à des enfants plus jeunes, c'est l'explication de l'agriculture et de l'alimentation.
Parce qu'on leur explique finalement comment c'est construit. Moi, chez ma fille en CE2, on parlait de bocage et d'open field. Je ne savais pas qu'on utilisait vraiment ce mot, mais ça fait partie des compétences clés. Il faut retenir ce mot open field en CE2. J'en apprends aussi sur l'agriculture en CE2. Mais juste, voilà, au-delà de la blague, en fait, il y a des éléments de base qui sont mis sur la table pour leur expliquer les systèmes agricoles et alimentaires. Et si là-dedans, on est en mesure de montrer l'articulation avec le vivant, qui permet de générer effectivement cet émerveillement, cette sensibilité, et qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent en fait pour faire respecter le vivant et participer à nourrir une population à travers un système agricole et alimentaire, je pense que c'est une voie qu'on doit pouvoir explorer en l'occurrence. Ça rejoint ce que tu dis justement, c'est qu'avant le narratif ingénieur agro, il y a ce narratif territoire qui tend à disparaître, parce que du coup, on est de plus en plus urbain, on est de plus en plus dans les villes. Les stats montrent que ça va s'accentuer. Et du coup, jusqu'où va notre rôle? Parce que là, c'est la reconnexion au territoire, elle se vit, ça fait partie de l'ordre du sensible, ça fait partie de l'ordre de son quotidien. Donc, c'est très difficile d'introduire un narratif là où c'est plutôt le sensible qui va œuvrer. Puis, ça dépasse un peu aussi notre rôle. Donc, est-ce que c'est des choses, par exemple, que vous avez abordées dans Compétences Agro sur aussi ce narratif autour du territoire qui est la base pour pouvoir réfléchir sur l'ingénieur agro? Merci. Quelques pistes de réflexion. Alors oui, 80% de la population mondiale sera citadine très bientôt. Les courants actuels d'une agriculture urbaine, de potager dans la ville, de reconnexion avec la nature, j'allais dire dans le ciment, en tout cas la nature dans les paysages urbains sur lesquels vous allez travailler. Là, il va bien falloir qu'on invente une reconnexion. Ça, c'est sûr. L'autre point très important par rapport à la notion de territoire, c'est où habite-t-on? Il y avait ce philosophe qui est mort il n'y a pas longtemps, qui s'appelait Bruno Latour, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Où atterrir ?» Et l'idée, elle est là. Est-ce que notre avenir n'est que dans la vision traditionnelle de la ville d'aujourd'hui, c'est-à-dire froide et bétonnée, ou est-ce qu'avec des nouveaux architectes, des nouveaux urbanistes, etc., on peut ouvrir la ville vers cette ouverture qui sera une petite fenêtre ouverte sur la région, les petites villes peut-être, plus civilisables, plus accessibles, en tout cas dans lequel il fera bon vivre. Enfin, vous posez là une vraie question, on n'a pas toutes les réponses, hein, et ils vont y travailler. Et après, il y a Compétences Agro qui est sur la formation continue, qui est un autre ami CMA. Avenir Agro, on va être que sur la formation initiale. Et donc, après, il y a plein de silos de formation. Mais en tout cas, nous, on est vraiment sur travailler le vivier. Mais la question de comment on devient ingénieur agro au milieu de sa carrière, c'est une question aussi qu'on ne traitera pas dans le cadre d'Avenir Agro, mais qui est une vraie question. Mais dans tous les cas, l'approche, on a effectivement cette approche attractivité avec une campagne, une agence de pub grâce à tout ce qu'a produit Christian dans son étude. Mais ça va être le bruit de fond positif, on pourrait dire. Mais après, ça sera carte blanche au territoire. Ce qui se passe en région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas pareil que ce qui va se passer en Nouvelle-Aquitaine, ni ce qui se passe en région Grand Est. Des dispositifs d'attractivité dans tous les sens, on pourrait dire. Et le but d'Avenir Agro, c'est bien de travailler là où il y a quelque chose qui manque et qui permettrait peut-être de créer des ponts entre ce qui existe déjà, entre, j'en sais rien, l'ONICEP, l'ISARA et peut-être les cordées de la réussite. Enfin, il y a plein de dispositifs de toute façon aujourd'hui qui existent. Donc c'est bien là où on va avoir besoin de cette cohorte d'ambassadeurs répartis sur toute la France qui pourront intervenir et parler aussi bien, j'en sais rien, à un parlementaire qu'à un enseignant du coup en primaire, mais aussi à un directeur de centre d'orientation au niveau de l'ONICEP. Et c'est bien de ça dont on va avoir besoin pour donner à voir selon le statut de la personne qu'on va avoir en face de soi,
d'être dans une approche sensible quand même pour moi, pour créer de l'émotion avec ce qu'on vit. Le vivant, c'est très sensible pour moi. Et donc, indirectement, avoir nos ambassadeurs vont peut-être recruter d'autres ambassadeurs qui ne sont pas agro et qui parleront, dans l'idéal, encore mieux que nous, ce que nous ferons. Je me souviendrai toujours de Benoît Bonnemé, qui est le DGR actuel, que vous connaissez peut-être, hein, et qui disait: on fabriquera l'ingénieur agro de 2030 quand les non-agro auront perçu l'ingénieur agro comme celui qui arrivera à améliorer notre quotidien et à accomplir toutes les transformations qu'on doit faire. C'est ça le plus difficile, c'est qu'à un moment, on arrive à nous percevoir à juste titre, parce qu'aujourd'hui, comme ça a été dit, on est les métiers de l'ombre. Effectivement, on a réussi à faire prospérer, puisqu'on a réussi à manger 3 fois par jour en quantité, en qualité, à pas cher. Mais en fait, à un moment, quand les gens grattent dans tous les focus group qu'a pu mener Christian, les jeunes ou les parents tombent des nues en disant: ah ouais, c'est tout ça l'ingénieur agro. Les ingénieurs agro, ils accomplissent tout ça. Ah, vous êtes essentiel, quoi. Ah oui, pardon. Merci pour cette question. Et je voulais juste ajouter quelque chose, parce que pour le coup, l'aménagement du territoire, moi, c'est mon cœur de métier. Et oui. Et en fait, au final, la compétence qui est le plus attendue, moi, j'ai l'impression aujourd'hui, c'est la compétence de transversalité. Et en fait, l'ingénieur agronome, il a cette capacité à... effectivement, on dit toujours que les ingénieurs sont bons en rien, mais en fait, ils sont surtout là pour mettre de l'huile dans les rouages, pour faire le lien entre les compétences, entre les thématiques. Et l'ingénieur agronome, en fait, il est forcément impliqué dans ces questions du territoire, parce que l'aménagement du territoire, c'est pas que la ville, c'est pas que l'urbanisme, c'est en fait aussi les terres agricoles, les espaces naturels. Et l'ingénieur agronome, il est capable de comprendre tout ça, il est capable surtout de comprendre les liens qu'il y a entre ça, et de comprendre qu'il a besoin du coup d'une variété de métiers et d'impact et d'action. Et en fait, je pense que votre question, elle soulève aussi la question de la visibilisation, enfin la mise en visibilité de l'agriculture et de l'alimentation, et qui vient de plus en plus, mais je veux dire même en politique, dans les programmes politiques maintenant, il y a de plus en plus cette question-là qui apparaît. La métropole de Lyon, il y avait un vice-président en agriculture très actif, et c'est lui qui a permis de mettre la question de l'agriculture au devant de la scène. Je pense que voilà, c'est en fait un mix entre plein de choses, et effectivement, peut-être que les écoles d'ingénieurs doivent pouvoir s'inscrire dans ce mouvement-là, et dans tout le mouvement qu'il y a de sensibilisation sur l'environnement, sur comment on mange, où on mange, les identités du territoire, selon nos paysages, ce qu'on mange, enfin voilà, une variété de choses en tout cas. Une dernière petite question pour la route? Alors, c'est l'heure d'Isard Apéro, mais quand même, on en a une. Oui, moi, c'était une question assez rapide, je pense. Depuis petit, on nous dit souvent, on nous recommande d'atteindre un niveau d'études élevé, d'avoir justement d'être diplômé d'une école prestigieuse pour avoir également un salaire qui va avec. Comment est-ce que vous avez réfléchi sur ces méthodes pour justement convaincre les personnes qui se diraient que, enfin, et c'est sûrement en partie le cas, qu'une école d'agro, c'est pas ce qui va me rémunérer le plus, et c'est pas l'école qui va me donner le plus un diplôme prestigieux. Voilà. Alors, la question du salaire. Oui, on démarre toujours, peut-être, c'est les ingénieurs qui sont les moins bien payés, les ingénieurs agro, mais après, on grimpe assez vite dans les échelons. Il y a beaucoup d'ingénieurs agro qui sont dans des postes de direction. Donc, il y a plein de facteurs qui expliquent que les salaires ne sont pas forcément élevés à l'embauche. On n'accepte pas de payer notre alimentation plus cher. Donc, ce qui se passe dans l'industrie agroalimentaire, les entreprises de l'alimentation, fait qu'ils ne peuvent pas répercuter les hausses de salaire escomptées, puisqu'on cherche toujours à acheter le moins cher possible. Et on a été habitué, effectivement, comme le disait aussi Jérôme au début, à acheter en qualité, quantité l'alimentation depuis des dizaines d'années. Et alors, par définition, l'ingénieur agro aussi, c'est quelqu'un qui est humble parce qu'il sait ce qu'est le vivant. Donc, c'est cette question de prestige, c'est ça qui n'est pas forcément évident. Après, c'est peut-être très subjectif cette appréciation, mais la famille des ingénieurs agro, elle ne va pas être peut-être à se mettre aussi en avant que d'autres types d'ingénieurs.
Mais j'ai envie de dire tant mieux. En fait, il y a besoin de cette diversité. Et donc, peut-être qu'il faut, dans les formations initiales d'ingénieur agro, apprendre à se vendre davantage, que ce soit les garçons comme les filles, hein, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup plus de filles que de garçons. Et jusqu'à preuve du contraire, la parité salariale, elle n'est pas encore partout installée. Et donc ça, est-ce que, alors j'ai pas de stats sur le sujet, mais est-ce que ça contribue aussi à avoir des moyennes plus basses? Ça, j'en sais rien. Il faudrait regarder au niveau de chacune des écoles. Mais donc je me dis, le salaire à l'embauche, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Après, c'est grâce au réseau d'alumni. Encore une fois, un réseau, ça ne se décrète pas, ça se cultive. Et au fur et à mesure des rencontres que vous allez faire, ben, vous allez passer dans les offres d'emploi qui seront non parues et qui parfois sont peut-être plus intéressantes que ce que vous allez voir publié de manière générique. Et ça, c'est le côté apprendre à apprendre, curiosité, et c'est aussi l'intérêt, la puissance des réseaux d'alumni de nos écoles d'agro, en fait. Hein. La question, encore une fois, est tout à fait pertinente, parce qu'on l'a beaucoup rencontré dans l'étude, où les parents disaient « ouais, mais ce n'est pas une grande école, quoi ». Et je dirais que ça fait également partie du défi de la communication future, c'est de mettre, alors pas forcément comme une grande école identique, mais alternative, et de valoriser complètement à travers le parcours que l'on va annoncer, que l'on va décrire pour devenir ingénieur agro, comment inventer ou réinventer ce concept même de grande école qui va rassurer les parents, quoi. Là, il y a un vrai défi de communication. Juste un tout petit mot pour compléter la réponse là-dessus. Tu l'as dit, Julien, on consacre aujourd'hui une part de moins en moins importante de notre budget à notre alimentation. Alors qu'il y a 60 ans, on consacrait 30% de notre budget à notre alimentation. Aujourd'hui, 30% de notre budget, c'est notre maison. Voilà, c'est notre logement. Donc, on a fait des choix finalement par rapport à ça, mais les salaires qui sont indiqués, il faut fouiller plus loin les trajectoires individuelles de chacun des alumni une fois qu'ils sont diplômés. Le salaire, je pense qu'il donne une illustration de l'intensité du sens qu'il va y avoir. Si, à l'issue du diplôme, c'est un salaire important que vous cherchez, il y a des trajectoires d'ingénieurs agro qui le permettent, de manière nette. Ça ne se voit pas dans les stats, mais très clairement, c'est des choses qui sont possibles. Par rapport à comment dire, là, je ne me rappelle plus du terme précis, mais ça revient à l'idée d'élitisme qu'il y avait tout à l'heure. Le métier d'ingénieur agro, en tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti ici. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'élitisme. Je me sens surtout chanceux d'avoir accès à différents parcours, d'avoir accès à des parcours qui, comme moi, je l'ai choisi, rémunèrent un peu plus, mais je ne l'ai pas fait pour ça, ce choix. C'est ce qui m'intéresse et que j'ai de la chance que ce soit rémunérateur. Mais ouais, je n'ai pas l'impression que les écoles d'ingé agro attirent en majorité les gens qui cherchent le plus de pognon ou alors le plus de reconnaissance. Donc, je ne sais pas si les écoles d'ingé agro attiraient ce monde-là, je ne sais pas si la formation serait la même, si les gens qui sortent d'écoles d'ingé agro seraient les mêmes et si la formation garderait de sa valeur. Parce que c'est aussi ce qui fait notre valeur. C'est pas très humble de le dire, du coup, mais l'humilité au final. Et le fait qu'on sache, qu'on ait peut-être plus, je sais pas, qu'on ait du savoir-être en tout cas, comparé à certaines formations, genre les gens qui sortent de business school ou d'ingénieurs généralistes ou méca, je sais pas. Mot de la fin, on va se le partager. Alors moi, dans ce que je me suis noté, ce qui ressort clairement, c'est que l'ingénieur agro, c'est un ingénieur du vivant, première révélation, avec une vision systémique. Ça, par contre, ça paraît de façon très très claire au travers de vos propos. Et je mettrais même une vision systémique unique. Et tous les deux, vous êtes quand même de sacrés exemples de cette vision unique, je trouve. Au cœur des transitions, on voit au travers de vos engagements respectifs. Alors avec une forte employabilité, c'est ce que tu disais, Jérôme. Et je me dis qu'avec un cocktail comme celui-ci, on a véritablement
un acte très fort à travailler sur cette invisibilité de ce que vous êtes, de ce que vous représentez et de l'ingé agro. Donc, rendons ces formations visibles et je crois qu'on a ici finalement tous les ingrédients de l'attractivité. Donc, à nous de les rendre visibles. À nous et à vous tous, alumni, élèves, diplômés, en effet, soyons tous des ambassadeurs de notre école et de nos diplômes. Un réseau d'alumni, ça ne se décrète pas, ça se cultive. Julien, je la retiens, celle-là, elle me plaît bien. Jeanne, Christian, Julien, Guillaume, Jérôme, un immense merci pour votre participation à cette table ronde. Je voudrais dire à ceux qui sont à distance qu'à l'issue de cette table ronde en visio, ils vont recevoir le replay avec les résultats de l'enquête de l'étude de Christian Gattard qui sera également jointe au mail. À vous tous si vous le souhaitez également. Merci à tous pour votre participation. On vous propose donc le verre de l'amitié. À Isara Perrault, ils ont de la bière. Nous, on a du vin. À vous de choisir. Merci beaucoup. Et pourquoi pas les deux, oui.